Bonjour et bienvenue dans ce 52e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec mon ami Greg Dyser à nouveau. Bonjour Salut Greg. Rayep, à nouveau, une fois de plus, Une encore fois de lui. plus, on est de retour. Et on vous retrouve cette semaine avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Anne-Claire qui est notre spécialiste Tim Burton, Danny Elfman et Famille Adams, on peut dire. Eh bien ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui on va vous parler de Mercredi, le spin-off de la famille Adams disponible sur Netflix. Et donc je vous rappelle le principe de l'émission. On a vu la série. Alors là je vais vous mentir, je peux pas vous dire qu'on ne sait pas les uns et les autres ce qu'on en a pensé parce que j'ai cru comprendre que Greg Dyser et Anne-Claire couchaient ensemble et qu'ils avaient deux enfants. Voilà. Ouais. Alors ça y est, là, on a perdu tous les vues, on a perdu toutes les vues de YouTube là, merci, hein, bravo. Et Des voilà. histoires de coucherie, alors n'importe quoi. Donc en tout cas je ne sais pas quel est leur avis, ils ne connaissent pas le mien. On va le découvrir ensemble aujourd'hui en direct. Et on va d'abord commencer par un petit tour d'horizon. On va rappeler qui sommes-nous les uns et les autres. Je commence, honneur à moi-même. Donc je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et dans une autre phase de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Donc Anne-Claire, qui es-tu? Eh bien, enchantée, pour ceux que je ne connaîtrais pas encore, je m'appelle Anne-Claire et je suis professeure documentaliste. La dame qui fait chute dans les CDI, mais qui ne fait pas si chute que ça. Voilà. Et ouais, effectivement, j'ai une certaine culture, Et c'est ta pop deuxième culture. émission avec nous. C'est ça. Voilà. Ouais. Et tu avais fait avec nous Tic et Tac, qui est Tac. l'émission la plus écoutée La sur plus Spotify. écoutée sur le podcast, c'est Tic et Tac. Donc je ne sais pas pourquoi, On- apparemment c'est une super émission. Allez et l'écouter tout de suite. je pense que c'est grâce à Anne-Claire, hein, moi Tout à j'ai pas fait. d'histoire Mais là, pour je moi. pense que celle-ci, l'émission d'aujourd'hui, diffusée un dimanche, même si ça parle de mercredi, on va complètement exploser les stats. Et toi, Greg, Mmh. qui es-tu? Tu as d'ailleurs une actualité très riche en ce moment. Ah oui, alors l'actualité, elle arrive pour de vrai en mars, mais ça y est, j'ai achevé ma bande dessinée, celle dont je parle depuis quasiment 50 émissions, en préambule à chaque fois. Donc Cléo Super Sirène, ça sort le... Là, cette fois-ci, on en est sûr, ça va sortir le 23 mars, puisque j'ai achevé mon travail. Félicitations. Pas plus tard qu'avant-hier. Merci, merci. Bah, je suis très content d'avoir fait ça. Et donc, je suis aussi caricaturiste en événementiel. Et donc voilà, maintenant, on saura aussi avec qui couche l'auteur jeunesse. Merci d'avoir spécifié tout ça. Yep. C'est toujours un plaisir. Et sans transition, on débute l'émission. Et tu m'as demandé de vouloir parler du pitch de mercredi, du spin-off donc de la famille Adams. Donc Et je te laisse l'honneur de débuter donc cette voilà, émission. l'émission, Tu elle le fais part un trop peu bien du en plus. principe. Ah, c'est gentil. C'est mon esprit de synthèse. Ouais, le show, donc Wednesday, mercredi Adams, parle donc de la fille de la famille Adams. En préambule, on est censé un peu connaître. Et mercredi Adams était dans un lycée, tout ce qui est de plus normal à l'américaine. Sauf qu'avec son frère qui se faisait embêter à l'école, elle se fait virer une énième fois d'un énième lycée en faisant vraiment quelque chose d'assez moche envers un club Et sportif. on vous le dira pas parce que c'est presque du spoil. Elle est tellement jouissif cette scène que voilà, je préfère pas vous le dire. Exactement. Et donc, on décide de l'envoyer dans finalement le dernier collège ou lycée lycée plutôt qui va l'accepter, un lycée qui accueille tous les enfants un petit peu marginaux, au sens le plus pur de ce qu'on peut dire de marginaux dans la famille Adams, où elle va découvrir enfin, elle y va pas de gaieté de cœur, mais elle y va. C'était le lycée dans lequel étaient ses parents auparavant. Bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque elle débarque dans ce lycée et elle découvre rapidement qu'il y a des disparitions mystérieuses. Voilà. Voilà, voilà. On va faire le point sur le casting maintenant. Anne-Claire, qu'est-ce que tu as pensé du casting de la série? Alors, je dois avouer que moi, j'attendais beaucoup de choses parce que j'ai grandi avec Christina Ricci en Mercredi Adams et pour moi, elle était parfaite. Je dois avouer que Jenna Ortega joue très très bien Mercredi Adams. Malgré tout, et c'est absolument pas subjectif, elle n'est pas Christina Ricci. Et parfois, dans certaines scènes, j'ai tellement vu les films que je m'attendais à voir les réactions de Christina Ricci et j'ai pas eu les réactions de Christina Ricci. Alors, Néanmoins,
Elle le joue super bien. Je suis obligé de te couper parce que je suis à 100% d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. Moi, Christina Ricci, c'était mon crush hein, à l'époque. Il y en a un an d'écart. Donc moi aussi, j'avais 10 ans à l'époque que je regardais les films de la famille Adams. Et de la même façon, moi, j'arrive tellement pas à passer au-delà de Christina Ricci que j'ai du mal à juger sa prestation à elle. Elle semble tout à fait convaincante, etc. Ça a l'air d'être un bon casting, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai tellement un bon souvenir de Christina Ricci, que c'est une actrice d'ailleurs qu'après j'ai suivi sur tout le long de sa carrière, que je n'arrive pas à faire fi de sa prestation. Voilà. Je te laisse C'est continuer. une des Après, com... Vas-y, pardon. mais après, elle est impressionnante, Jenna Ortega. Moi, il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle cligne des yeux de temps en temps? Elle a le visage toujours ouvert, c'est assez impressionnant. Elle l'interprète très très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, enfin, comme toi, Pierre, je suis habituée à autre chose et j'attendais un peu autre chose. J'ai lu, moi, que... Alors, je vais rebondir de plusieurs manières. J'ai lu que, pour répondre à ta question, qu'elle ne cligne pas des yeux. Et que c'est... je sais plus si c'est un choix du réalisateur ou un choix d'actrice, mais en tout cas, a priori, elle cligne pas les yeux de toute la série. Ou alors vraiment pas beaucoup. Et sur la question du casting, j'ai quand même noté, ça m'avait toujours frappé, moi, on avait Gomez Adams, hein, quelqu'un qui a... Alors Morticia, je ne sais pas exactement l'origine de ce prénom, mais donc on avait un papa Adams qui avait des allures hispaniques. Et du coup, ça me surprenait toujours d'avoir les deux enfants qui étaient bien blancs. Et là, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le casting, il a été repensé aussi dans ce sens-là, pour être un tout petit peu plus, comment dire, Inclusif. inclusif. Merci. Alors, Oui. Morticia, ça vient de mortician en anglais, les Mhm. morgues. Voilà. D'accord. Et Gomez, alors, est-ce que c'est vrai ou pas, mais ça se dit, c'est l'acteur de la série qui aurait eu le droit de choisir le prénom de son personnage. Je vais rebondir sur ce sujet-là. J'ai moins été choqué par Jenna Ortega et alors je dois dire que la présence au casting de Christina Ricci qui joue un autre rôle, pour moi j'ai vu ça quand même comme Mm. une forme d'adoubement, hein, c'est-à-dire que l'actrice est là pour vraiment soutenir le projet. Je trouvais ça super. Je me dis c'est quand même génial. Elle joue pas. Vous voyez, elle aurait pu faire une pastille, jouer Mercredi Adams à 50 ans. 40 ans, qui se rappelle de sa jeunesse. Non, ils ont fait un petit pas de côté, puis ils lui ont fait jouer autre chose. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. À la limite, moi, c'est plus Luis Guzman qui, je suis très content qu'il ait eu le rôle, hein, voilà, mais il n'était pas aussi. Moi, c'est celui que je retiens plus de la famille Adams, c'est vraiment un mec ultra fantasque. Bien sûr, Raoul Julia est décédé, donc il y a des années, juste après avoir tourné Street Fighter, super film, quel dommage, mais là, je l'ai trouvé assez différent, et en même temps. Je me permets de vous relancer la question. Il est assez différent et quelque part, on a aussi changé d'époque. C'est-à-dire qu'avant Mercredi Adams, c'était rigolo parce que c'était une petite fille avec des réflexions ultra intelligentes d'adulte. Ben là, on a une ado, donc avec tout ce que ça peut comporter. Et finalement, les parents qui étaient qui étaient hyper fantasques, en fait, là deviennent des parents ultra gênants, en fait. Bah, écoute, là, on est déjà en train de rentrer dans le dur de l'émission. Ouais. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, Effectivement, moi, c'est quand même. Bon, alors déjà, pour moi, c'est un problème de casting. Le père de la famille Adams, pour moi, c'est un beau gosse. On va le dire comme ça, je sais pas comment l'exprimer autrement. Et en tout cas, il a cette. Que ce soit dans la série des années 60 ou dans le film, moi, l'idée que je m'en fais, en tout cas, c'est le beau gosse, tu vois. Et alors après, qu'il ait pas été populaire à l'école parce qu'il avait des déviances, on va dire ça comme ça, c'est autre chose. Mais pour moi, du fait qu'ils aient fait ce choix de casting-là, bon, ça reste à discuter. Mais c'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, c'est que, euh, comme tu dis, on commence déjà à arriver sur une chose qui m'a gêné sur cette série, c'est qu'on n'est plus trop dans la famille Adams. C'est-à-dire que là, Oui, on oui. est vraiment dans, dans autre chose. Il y a une couche visuelle de la famille Adams. Il y a des petits rappels comme ça, avec des personnages, avec des choses que peut dire Mercredi qui sont super bien pensées, super bien écrits et qui arrivent toujours à point nommé. Et ça, c'est super chouette. Mais du coup, les parents, je ne les reconnais pas. Mhm. Le petit frère, un petit peu plus.
Encore que, j'ai envie de te dire, pour moi, il est beaucoup trop victime parce que, tu vois, qu'il se fasse, que ce soit le gamin qu'on emmerde parce qu'il est différent, je peux le comprendre, mais là, il est victime, c'est plus la même chose. Là le gamin que je connais, pour moi, il aurait répondu à ça. Il n'aurait pas attendu que sa sœur vienne le venger, tu vois. Mhm. Donc il y a ça. Il y a la mère, c'est pareil. La mère, elle est. D'habitude, elle est. Pour moi, c'est une mère aimante et qui est sûre d'elle et qui a absolument aucun doute sur ses enfants, sur son mari, sur tous ses proches. Elle a un amour, une confiance aveugle en eux. Et là, elle est prise de doute par rapport à elle, par rapport à son couple, par rapport à sa fille. Donc là, c'est pareil. Il y a des éléments, moi, qui m'ont vraiment gêné par rapport à tout ça. Et après, bon, on en parlera dans la partie spoiler, mais il y a un autre personnage qu'on voit dans la deuxième partie de série qui, pour lui, m'a énormément gêné par rapport à. Et qui, à mon avis, casse carrément toute la série. Mais on y reviendra peut-être dans la partie spoiler parce que c'est vraiment trop gros pour moi. Et voilà. Bon, D'accord. j'ai déjà dit pas mal, j'en ai encore plein à dire. Donc, à votre tour, peut-être Anne-Claire, tu voulais rebondir Et je voulais rebondir sur deux, trois choses. Le personnage de Gomez, pour moi, ils ont essayé de le changer parce que justement, on a une vision un peu glamour du papa parce que c'était le cas dans la série et dans les films des années 90. Mais en fait, ils l'ont mis véritablement comme le dessin de presse d'origine de l'auteur Chase Adams. D'accord. C'est un petit gros, hein. C'est un petit gros qui est un peu Alors, enfant dans et ce qu'on cas, retrouve dans sachant la série. ça, je retire ce que je dis. Et d'ailleurs, je fais une petite Non, parenthèse. Non, mais mais je fais une petite parenthèse parce que c'est important pour ceux qui écoutent le Café Multiverse habituellement. C'est un peu exprès qu'on fait pas de recherche pour qu'on connaisse les réactions de chacun et qu'on voit aussi comment une personne lambda qui connaîtrait pas le sujet puisse réagir par rapport à ça. Donc c'est super intéressant, toi, que Anne-Claire, tu puisses nous dire que dans les dessins d'origine, ils étaient comme ça. Mais voilà, moi, ma réaction qui oui, ne c'est connaît normal. que la série et le film, pour le coup, c'est une réaction un petit peu de recul. Mais du coup, je l'apprécie mieux de savoir ça, par contre. En fait, c'est un peu le souci, c'est que pour des raisons de question de droit d'auteur, l'œuvre originale de Chet Adams est hyper protégée. C'est une fondation qui a hérité des droits et je crois qu'il est mort en 1988, donc pas avant encore plus de 30 ans, on saura véritablement, on aura accès à toute cette œuvre. De fait, il y a plein de gens, notamment d'autres personnes qui ont pu chroniquer les films ou la série, enfin l'ancienne série, qui parlent de comics. Alors qu'en fait, c'est pas du comics, la famille Adams, à la base, c'est du dessin de presse. Ça ressemble à Donc, du 100p même un peu. Ça oui, c'est ressemble au ça, dessin de presse de 100p. c'est ça, c'est complètement ça. C'est une image avec une légende et ça critique la société américaine Et ça, on contemporaine. le retrouve pas mal dans les petits pics que justement mercredi on voit dans la Mm. série de temps en temps. Enfin, c'est ça qui est Ouais. génial. Et moi, c'est ce que j'appréciais beaucoup dans Mm. la série des années 60, qu'on retrouve moins d'ailleurs dans les films des années 80. C'est plus subtil. Enfin, c'est pas aussi marqué, quoi. C'est pas aussi Disons que franc. c'est des sujets d'actualité, en fait. Dans les films des années 90, ils vont parler d'une actualité de l'époque que nous, on a l'habitude parce qu'on a vu certains sujets être pris dans Friends, dans des séries, dans d'autres films, mais il y avait une critique d'une forme de l'actualité de l'époque. Et moi, je l'ai cherché ici dans la série, et c'est tellement bien caché que je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la critique, parce qu'il y a des sujets de société qui sont abordés dans la série actuelle, mais c'est tellement caché sous du fantastique que est-ce que c'est pas moi qui veux y voir quelque chose? Et Et, j'hésite un petit peu. et toi, Greg, du coup, ton avis? Alors je vais rentrer dans un exemple pour dire que moi j'ai dans ma timeline euh, Twitter, j'ai plusieurs personnes qui sont homo ou lesbiennes qui ont été choquées parce que par exemple donc on a un personnage de lycanthrope, de C'est ça. loup-garou qui n'arrive pas vraiment à devenir un loup-garou et ses parents veulent à tout prix qu'elle devienne un loup-garou. Et en fait, ils arrivent et ils lui disent, regarde, ils lui montrent des brochures et ils veulent l'envoyer à un summer camp comment on dit, pour se faire soigner en fait, parce qu'elle assume pas ce qu'elle est, à la manière des summer camps où on ferait aller des homos pour les faire redevenir hétéros, vous voyez. Sauf Camp de que conversion. des camps de conversion, merci, je trouvais plus le mot. Sauf que elles ont toutes tiqué en voyant ça parce que la lecture de ce. Moi, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Sauf que il se trouve qu'on est dans une série où il n'y a pas un seul couple homo. En fait, toutes les romances sont hétéros.
C'est les filles qui tombent amoureuses des garçons, les garçons qui tombent amoureux des filles. Donc en fait, ça tombe complètement à plat. Et c'est dommage, effectivement, la partie chronique ou critique de notre époque, effectivement, c'est un peu trop survolé et il semble qu'on passe à côté. Oui, oui, et c'est exactement ça. Et là, je vais rajouter une couche par rapport au titre qu'on a choisi ensemble en début d'émission. Alors, on l'a Mhm. choisi vraiment sincèrement, hein, sans qu'on sache les uns et les autres ce qu'on avait pensé. On Mais a tous pensé ça. mais on a tous pensé ça, et c'est une critique que j'ai vu régulièrement passer sur les réseaux sociaux. C'est Mercredi à l'école des sorciers, donc c'est le titre de l'émission, parce que forcément ça rappelle Harry Potter. Et tout dans la série, pour moi, me rappelle Harry Potter. C'est une série Harry Potter qui ne dit pas son nom, qui a un habillage, la famille Adams, mais ça s'arrête là. Il y a des petites fulgurances qui nous rappellent qu'on est vraiment dans l'univers Adams, mais ça s'arrête Mm. là. Et à chaque fois, on est plutôt dans voilà, essayer de se faire accepter, etc. Et d'ailleurs, moi, j'ai même eu, je réagis à ce que tu disais par rapport au Summer Camp, etc. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Ils sont dans une école où tous les enfants sont spéciaux, ils ont des caractéristiques, et ils arrivent encore à s'emmerder entre eux et à se dire bah toi t'es différent, mais vous êtes tous différents les mecs, enfin je veux dire à un moment donné Bah, où est le semblant de morale dans ce que vous essayez de nous raconter. c'est Ça ça. m'a fait beaucoup sortir de la série quoi. Je pense qu'il y a un gros problème d'écriture dans la série, mais j'y reviendrai personnellement dans la partie spoiler parce que ça en dirait trop. Mais Mm. effectivement, je suis d'accord que on l'envoie elle parce qu'elle est vraiment trop atypique dans une école où il y a des loups-garous. Et elle a aussi, hein, pour moi, c'est quelque part, ça sort un petit peu de la famille Adams parce que on va dans des trucs très canons, tu vois. Limite, il y a une Mm. classe de, enfin, il y a pas une classe de momies, mais presque quoi, une classe de sirènes, une classe de. Et pour moi, la famille Adams, c'était des trucs encore un peu plus chelous, quoi. C'était pas, je pense à cousin machin, je pense, ouais, il me semble, enfin, tu m'arrêtes, Anne-Claire, si je me trompe, mais il me semble qu'il y avait des choses encore un peu plus fantasques, quoi. Tu vois, des réelles inventions, en tout cas dans les films. Non, mais c'est ça, dans les films, dans la série ou dans les dessins de presse, on a une famille qui a juste des comportements complètement anormaux. C'est des psychopathes, de manière très schématisée, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ils ont des valeurs qui sont à l'opposé des nôtres. Ce qu'on considère comme bien, eux, ils le considèrent comme mauvais, et ainsi de suite. Et On c'est ce qui envoie les fait. enfants se coucher, oui, on envoie les enfants se coucher, ils le disent bonne nuit en donnant un coup de pied. Alors que nous, on Voilà. fait des bisous. C'est ce qui fait que c'était une lecture de notre société, à la manière des Simpsons, en fait. Exactement, Si tu complètement. faisais aujourd'hui un film Simpson avec Bart qui allait dans un lycée tout seul, on aurait le même problème, en fait, on oublierait la lecture famille, en fait. Et là, c'est vrai on la voit parce que, bon, il y a un épisode dans lequel les parents qui sont eux-mêmes d'anciens élèves de cette école-là vont visiter l'école, mais finalement, on n'est plus dans le sujet. Et par contre, on est effectivement dans le sujet d'un Harry Potter, c'est-à-dire un jeune qui, par magie un peu, ou comment dire, par le destin, va découvrir complètement autre chose et essaye de se faire une place dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas en l'occurrence. En plus, je trouve que la série est vraiment très édulcorée, alors que la famille Adams, c'est pas ça pour moi, c'est une fable. Et la famille Adams, elle a pas de cohérence, elle peut pas vivre dans un univers cohérent parce que ce qu'ils font est totalement incohérent, est totalement à l'opposé des valeurs de n'importe qui. Je veux dire, personne ne peut vivre comme ça. Enfin, je veux dire, les frères et la sœur, ils se torturent, quoi. Ah, au point que les parents sont obligés de les empêcher de s'entretuer. Enfin, et Ah du non, coup, ah non, ils les laissent, hein. non, mais Ah enfin, oui, Ils les laissent voilà, tranquilles. c'est ça, c'est-à-dire que c'est limite cartoonesque, c'est-à-dire qu'ils devraient mourir à chaque épisode et revenir à l'épisode d'après sans que des explications. Et là, c'est totalement impossible de mettre ça dans cette série parce qu'elle est tellement pensée pour être une série romancée pour les ados, parce que pour moi, je pense que je suis pas du tout la cible aussi de cette série, Ah oui. que du coup, ça tiendrait pas. C'est pas, mhm. et c'est en ça que pour moi, c'est pas du tout la logique de la famille Adams. D'ailleurs, il y a en commentaire le Jokes, salut, donc qui nous rejoint pour la première fois, salut à toi. Il nous dit bonjour, oui, effectivement, ça manque quand même de logique scénaristique, donc On en il a reviendra dans pensé la comme nous. partie spoiler, oui, j'ai des choses à J'y dire reviendrai là-dessus, parce ouais. que Ouais. j'ai vraiment un truc qui m'a choqué sorti de la série. Moi, je m'en vais vous donner mon, mon
ton idée globale de la série, l'énorme reproche que j'ai à faire à cette série, c'est le reproche que j'ai compris dès la bande-annonce. J'ai trouvé la bande-annonce, vous savez, qui finalement parle de cette première scène, hein, quasiment, dans laquelle on voit Mercredi Adams, qui va se venger d'un club sportif de water-polo en mettant un piranha dans la piscine. Voilà, bon, c'est pas un spoiler, c'est Et vraiment le tout voilà. début de la série, et c'était dans le... Voilà. Personnellement, je me suis dit, si la série Mercredi Adams, c'est des pastilles comme ça, où elle va de lycée en lycée, et où à chaque fois, il y a un truc, et à chaque fois, elle le règle par une série violente, ça me ferait super kiffer. Sauf que là, c'est déjà l'aboutissement du truc, et en fait, tout ça n'est que bah, Une le introduction, ouais, prétexte, voilà, un une prétexte, c'est ça, un introduction pour prétexte. l'envoyer dans un poudlard. Et donc moi, c'est ma grosse déception, c'est que on passe à côté de la série que j'aurais aimé voir. Pour autant, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, j'ai regardé, j'ai regardé jusqu'au bout avec plaisir. Je me suis pas forcé à regarder parce qu'on allait faire l'émission. Et je trouve qu'il y a des... je sais que j'aime bien, moi, voilà. C'est un genre que j'aime bien, le côté académie, hein, j'aimais bien X-Men First Class parce qu'il y avait cette idée de, voilà, des nouveaux élèves qui viennent dans une école. J'aime bien comment dire, bah, Harry Potter, ça me déplaît pas. J'aime bien ce principe, donc voilà. Et puis il y a Mais quand même après, un casting qui est assez séduisant, hein, je veux dire, que ce soit tout à dans fait. les responsables de l'école, etc. Tu disais, on voit aussi Christina Ricci de temps en temps. Donc Mhm. globalement, de ce côté-là, Il y a Gwendoline Christie c'est qui positif. jouait Oui. Brienne de Tarth dans Game of Thrones, qui là joue un rôle totalement différent, très expressif au contraire. Il y a Emma Myers aussi qui joue Enid Sinclair, donc la coloc, enfin celle qui partage une chambre. Enfin, je trouve que c'est des dynamiques qui fonctionnent, quoi. Voilà, on Mais- a vas-y. et du coup, bah, je rebondis sur ce que tu dis et je te rejoins totalement en fait. Ma conclusion, c'est la même que la tienne. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise série. Alors après, si moi, je me sens pas être le public, je me sens pas être la personne visée. C'est pas forcément mon genre. Donc, sans plus, quoi. C'est-à-dire que si je vois pas la saison 2, je m'en remettrai. En revanche, je lui trouve beaucoup de qualité. Le côté Harry Potter, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a des rebondissements. D'ailleurs, il faudra que je vous dise une chose sur les rebondissements dans la partie spoiler si j'oublie pas. Euh, et voilà, c'est une série agréable, mais ça n'est pas une série Famille Adams. Voilà, il y a un habillage Famille Adams, c'est coloré Famille Adams. Il y a des fulgurances qui vous font dire que voilà, qui vous rappellent que c'est de la Famille Adams, mais sans ça, voilà, passer les 5 premières minutes, on aurait vite oublié en fait. Mais c'est vrai que on pourrait considérer que c'est pas une série Famille Adams, parce que de toute façon, on nous vend pas une famille, on nous vend qu'un personnage. Donc on pourrait se dire, mais même Mercredi Adams est tellement important dans la pop culture, et nous qui avons grandi avec Mercredi Adams, on a des attentes. Et là, clairement, bah, on trouve un personnage qui ressemble, mais qui n'est pas complètement en fait, et qui va un peu trop loin par rapport à la manière dont on a grandi avec elle. Et moi, je dirais plus que ça, je dirais qu'elle va trop loin dans le fait qu'elle ne va pas assez loin. Si on devait faire la synthèse de tout ça, la carrière de Tim Burton est marquée par le fait qu'il n'a jamais pu faire son film La famille Adams. Euh, on sait qu'il voulait avoir les droits, il les a jamais eus. Il a fait, alors je sais plus en quelle année c'était, à un moment donné, il a fait le film Dark Shadows Ouais. en 2012, Mm. qui était une sorte de famille étrange où avec un père vampire, une fille loup-garou, enfin il était déjà dans ces eaux-là, hein, et il n'avait pas pu faire la famille Adams, donc il avait fait la famille Adams à lui avec les droits qu'il avait pu avoir sur une autre série ou sur un autre comics, je sais C'est plus, ça. Une autre Dark série. Shadows. Ensuite, il avait fait Miss Peregrine et les enfants, comment ça s'appelle? Particulier. Et les enfants particuliers. Donc là aussi, voilà, on sent qu'il tourne autour. Et j'ai l'impression, moi, que la stratégie là, c'est il a toujours pas pu faire sa série La famille Adams. Alors du coup, il a fait un spin-off. Voilà. Peut-être un peu plus, comme tu le dis, Anne-Claire, sans doute très justement, tiré du comics, enfin des dessins de presse, que réellement une suite au film, hein. On n'est pas dans la suite des films, hein. On est dans une relecture. Et comme il n'a pas pu vraiment faire un truc qui s'appelait
Adams Family, il a fait Mercredi Adams. Je vais À rebondir l'école sur des ce que tu sorciers. dis. Je vais Vas-y, pardon. rebondir sur ce que tu dis, Greg. Moi, je me suis sentie flouée Ouais, par la série. Parce qu'en fait, Tim Burton n'a réalisé que les 4 premiers épisodes. Ah. Et ça s'arrête là. Par d'accord. contre, dans l'intégralité du générique, on a un couple de scénaristes. C'est bien marqué based on a story of ce couple. Et ils ont même scénarisé certains épisodes. Mhm. Et ce couple, on leur doit Smallville. Et ça n'a pas été spécialement dit. Moi, si on m'a dit c'est la rencontre tant attendue entre Tim Burton et la famille Adams, j'adhère à 200%. On m'aurait dit dès le départ c'est la rencontre entre la famille Adams et Smallville, j'y serais peut-être pas allée. Et sans Et parce que transition, on passe à la partie spoiler. Je pense aux efforts que comment j'ai dû convaincre Anne-Claire de participer à l'émission alors qu'elle disait ouais oh, tu sais moi c'est pas mon truc, je vais pas avoir autant de choses à dire et que là elle nous a mis la punchline pour atomiser la série qui était marketée pour elle avec le retour de Tim Burton avec Danny Elfman, ils étaient censés être fâchés et tout. Et là, elle t'assassine la série qui était pour elle. Eh ben non, c'était raté. Parce que c'est avec les scénaristes de Smallville. Ah bah écoute, moi je dis. Somebody Je... save me. Bon, Merci d'être avec nous, Anne-Claire. on est dans la partie spoiler. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment agacé de la deuxième partie de série. Et que là, j'ai trouvé que c'était pour le coup vraiment très mal écrit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de faux rebondissements et où elle se trompe tout le temps. Et à la fin de l'épisode, les derniers épisodes, c'est ah, en fait, c'était lui le tueur. Et Oui. puis bah non, tu t'es C'est planté. du Et puis niveau de la l'épisode, Cité de la Peur. mais oui, mais et puis l'épisode d'après, c'est pareil. Ah, c'était lui le tueur. Mais non, c'est toujours pas ça. Et au bout je crois que ça arrive au moins 3 ou 4 fois, peut-être même 4. Enfin, peut-être 4. Hein. Et là, où enfin, t'as la vraie révélation de qui est le méchant, entre guillemets. Là, d'un seul coup, tu te dis, ah, mais vraiment, enfin, t'es censé être la petite intelligente du lot, enfin, et tu t'es fait avoir 3 fois, c'est pas possible, c'est pas possible, t'es pas Mercredi Adams. C'est. Voilà. T'es celle d'un autre univers, mais t'es pas celle que l'on connaît, en fait. Elle se comporte effectivement comme la meilleure enquêtrice de la Terre. Elle doute jamais. Et elle est nulle à chier. Voilà, ça, t'as raison. moi, elle Euh, m'a fait penser à Enola Holmes. Dans le premier film, c'est ça, il y a un moment, elle se croit super et puis elle se prend une grosse claque dans la figure. oui, mais elle Et réalise. après, elle arrive à rebondir et elle réalise. Là, Là, elle réalise pas du tout. Jamais. Non, à aucun je moment, pense. elle est d'une arrogance telle qu'elle est incapable de le voir, ça, en fait. Et il y a Jox qui nous dit par rapport à Tim Burton dans les commentaires, on le voit aussi dans Beetlejuice, qu'il a été inspiré par la famille Adams. Ouais, C'est vrai. effectivement, ouais, c'est vrai, sacré. Et moi, c'est effectivement, je suis content que tu l'aies relevé, Pierre, parce que je pense qu'il y a un gros problème d'écriture dans cette série. Je comprends. C'est une série, c'est pas l'Orient Express. C'est pas un Agatha Christie. Il fallait qu'il y ait un rebondissement à chaque épisode, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait une fausse piste à chaque épisode et que parce que c'est ça en fait, on est dans un clue à un moment donné, dans Cluedo, on cherche le meurtrier. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, elle a une sorte d'épiphanie, effectivement, comme tu dis, ah, mais en fait, c'était lui le tueur, et non, c'était Émile le tueur. C'est Et en fait, Émile, Émile. voilà, il se trompe, elle se trompe à chaque fois et elle ne réalise enfin, en tout cas, c'est pas qu'elle réalise pas, hein, Anne-Claire, elle réalise elle-même qu'elle s'est trompée. Mais elle a aucun doute après, tu vois. Mm. Alors que on est dans la partie spoiler, on peut le dire. Vous aviez compris, vous, qui était le tueur ou pas? Oui. Quand j'ai vu, quand Ah j'ai bah vu oui. la créature, alors moi je suis désolé, je sais pas si c'est parce que je suis dessinateur ou pas, mais quand j'ai vu la créature, j'ai dit, bah c'est le gars du café, parce Bah qu'ils oui. sont coiffés pareil, ils Bah ont la oui, même Oui. mais enfin tête. voilà, c'était tellement Il, évident, il- il enfin. a des gros yeux, comment on peut même douter, quoi. Et donc après, je voyais bien, pour moi c'était cousu de fil blanc, à chaque épisode, il disait c'était l'autre, c'était quelqu'un d'autre. Mais au point que les fausses pistes, pour moi, ne sont même pas expliquées. Genre,
j'ai- tu sais, Pierre, bon, vous connaissez l'histoire, hein, on est dans la partie spoiler, j'ai dormi, pardon. Voilà. C'est vrai. Il y a tout un truc où elle trouve des peintures de la créature chez un gars. Donc elle dit, haha, c'est toi qui le dresse depuis tout ce temps. Mais en fait, on a l'explication de pourquoi il peignait autant le monstre, lui, ou pas? Ou c'était juste pour donner un faux indice, en fait? C'est ça qui me paraît dingue, en fait, c'est que on avait des lignes du scénario qui étaient apparentes à l'écran, mais qui n'étaient jamais expliquées à la fin. En fait, moi, je crois que ça vient de tous ces personnages secondaires qui sont mis dans des cases parce que effectivement, il y a ce côté Harry Potter. Elle arrive, sa colocataire lui dit, il y a les machins, les bidules. Elle en range à 4 catégories. Et en fait, il y a vachement plus de catégories de monstres dans cette école que les 4 qui sont annoncées au début. Et notamment donc celui qui dessine ses peintures. Il a un papa hyper connu qui est quelque chose Pat. Je me souviens même plus de ce qu'il est. Et lui, on ne sait pas vraiment dans quoi il rentre en fait. Quelle est sa particularité, quel est son don, son pouvoir, on ne sait même pas. Il y a un moment où il arrive à mettre en relief un dessin, mais peut-être que c'est sa particularité à lui, mais c'est jamais dit clairement ce qu'il est. Donc, ouais, ça pose question parce qu'il y a plein de choses qui sont pas expliquées en fait. Moi, un moment où je suis vraiment sorti de la série complètement, c'est en fait l'arrivée de Fétide. L'arrivée du tonton, de l'oncle, du frère de Morticia. Parce que déjà, il est dépeint comme. Enfin, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Mais c'est un assassin. On est d'accord. Oui, Donc, ils disent clairement que c'est un assassin. Un oui, mangeur Donc, d'enfants. On voilà. sait qu'il a eu des problèmes par le passé parce qu'il a enlevé et mangé des enfants. Donc, ouais. on voit bien que ce type, c'est tout l'essence même du mal, qu'il est idolâtré par sa nièce. Après, c'est la famille Adams. Je dis pourquoi pas, jusqu'ici, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi est-ce que ça gêne Mercredi Adams Que que le Gomez soit méchant, meurtrier. voilà, que le mec soit un meurtrier, elle devrait tomber follement amoureux de lui, enfin, ça devrait être son gros crush, quoi. C'est pas logique, il y a aucune logique là-dedans. Il n'y a Elle, aucune elle, logique dans. Il y en a pas. enfin voilà, Non, mais c'est pas possible. c'est hyper mal écrit parce que au sein d'un même épisode, Mercredi est capable de dire que sa famille a eu des gros problèmes par le passé. D'ailleurs, voilà, moi j'ai toujours compris que Gomez, même si c'était pas, ça n'arrivait pas dans les films, il réglait parfois des trucs en duel à l'épée. Et donc voilà. Et là, Oui, et puis c'est un mafieux, la façon dont il est habillé, c'est un mafieux, enfin ça se voit, et- Rentier. on va dire ça, ouais. mais là, en fait, il y a un moment donné où Gomez est accusé à tort d'un meurtre il y a des années. Et là, d'un seul coup, il y a Morticia qui arrive et qui dit à sa fille, euh, non mais il faut que tu fasses confiance à ton père, tout ça c'est des histoires, c'est des mensonges. Mais comment ça? Donc on est en train de... on est où en fait là? Ben oui, mais D'un là, seul coup, elle ça devrait devient être un super problème. fière, genre, mais non, mais c'est vrai, à la rigueur, elle aurait pu faire un délire du genre, oui, il faut pas le compter, sinon on n'est pas au nombre bon de 100 morts, ou enfin, tu vois, une connerie comme ça, qui aurait marché dans la série, dans une série Famille Adam. Mais là, comme C'est tu dis, ça. ça n'a aucune cohérence par rapport à eux, leur attitude totalement fantasque, folle, qui adore les choses enfin, de la mort, etc. Ça ne marche pas, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout. Ouais. Alors attends, il y a la Joss qui me dit, est-ce qu'ils n'ont pas rendu les personnages trop caricaturaux? C'est une bonne Moi, question. pour moi, en fait, ça me gêne pas. Ils sont pas. Justement, on a des personnages habituellement caricaturaux. Sauf que là, on les confronte à un shérif, une enquête, À la et réalité, en fait, ouais. voilà, elle se retrouve à devoir résoudre une enquête. Et à un moment donné, elle se retrouve à devoir prouver que son père n'est pas coupable d'un meurtre, alors qu'en fait, effectivement, comme tu dis, Pierre, en théorie, elle devrait être à fond, enfin, super fière de lui si jamais il était serial killer, quoi. Et là, non, tout est inversé. Sauf que deux répliques plus loin, elle dit, enfin, ça me rappelle la fois où elle limite, voilà, quand il y a quelqu'un qui fait couler du sang au bal par le système d'incendie, elle fait, ah, c'est pas du vrai sang, dommage. Non, mais il faudrait savoir à un moment donné, tu cherches à éviter des meurtres ou bien tu cherches Oui, à oui, te c'est baigner dans ça. du Et sang. on est totalement dans cette dichotomie permanente. Et moi, je n'arrivais pas à m'y retrouver. Moi, c'est ça vraiment qui m'a bloqué complètement sur cette série.
Pour revenir sur Fetid Adams, c'est un des personnages les plus dessinés par l'auteur d'origine, Chase Adams. Et beaucoup disent que c'est un peu son. Bah, c'est lui, en fait. Parce qu'il était très particulier, hein, Chase Adams. Il n'aimait pas, soi-disant pas les enfants. D'ailleurs, ses enfants, quand il les dessinait, étaient détestables, hein. C'était des vrais petits démons. Il en a jamais eu. Il voulait pas en avoir. Il s'est marié avec sa dernière femme dans leur jardin pour animaux. Non, dans leur cimetière pour animaux. C'est le cimetière où elle enterrait tous ses animaux. Donc c'est très particulier comme famille. Et Fétide, qui est le personnage qu'il a le plus dessiné, c'est un serial killer, et carrément. Donc ça, là encore, je pense que c'est un petit rappel de l'œuvre d'origine. On le voit nettement moins dans la série des années 60. C'est vrai que dans le premier film de la famille Adams, dans le début du film, il y a un moment où un avocat vient discuter avec le papa, avec Gomez, et il décide de faire une fondation pour enfants au nom de Gomez Adams. Et il n'a jamais été attrapé. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une tentative de rappel, et il y en a plein dans la série. Il y a plein de fois, il y a des choses, je pense qu'un jeune public ne peut pas comprendre parce que c'est des références aux adaptations précédentes qu'ils n'ont pas vues ou peu vues. Mais il y a tout un tas de réécritures de la série où on perd tout le côté humour, parce que à part quelques effectivement fulgurances dans certaines phrases de mercredi, c'est pas une série drôle. Non, complètement Alors pas. que dès le départ, et quelle que soit l'adaptation, même tout ce dont on ne parle pas, parce que moi je les ai trouvés très mauvais, mais tout ce qui a été fait après les films de Barry Sonnenfeld, ça restait de l'humour. Et c'est le principe et c'est l'essence de la série, c'est critiquer la société à travers l'humour. Oui, Là, on complètement. nous parle à un moment vaguement de secte, mais ça reste. Alors peut-être que s'il y a une autre saison, ce sera mieux traité, mais on a quand même un personnage qui est plus ou moins rattaché à une secte. On a effectivement, comme disait Greg tout à l'heure, cette histoire des camps de conversion, mais qui n'est pas trop d'actualité aux États-Unis. C'était il y a 4-5 ans. C'est d'actualité en France, mais pas là-bas. Donc, est-ce que c'est. Moi, c'est tout à l'heure, tu vois, l'exemple que tu as pris, Greg, c'est celui que je disais. Je ne sais pas si c'est moi qui ai voulu voir une critique ou si c'était véritablement une critique. Mais trop déguisé derrière le côté loup-garou. C'est Mais même sort, pire que ça, parce que l'exemple, c'est, il parle des camps de conversion, et au final, la conclusion du personnage, c'est qu'elle assume et qu'elle elle devient assume. Elle devient, réellement. ouais. Donc, c'est encore pire que tout, en fait. Alors C'est qu'elle est qu'elle. multicolore, hein, en termes de Oui, couleurs, enfin voilà, elle pourrait bien représenter, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et que c'est vrai énorme. que ils sont toujours entre deux. Par exemple, au début du film, enfin du film de la série, on a donc la scène où ils arrivent à Nevermore, où les parents sont en train de se bécoter et tout, comme d'habitude, et il y a les enfants qui ont ce petit air de dégoût. Mais en fait, c'est vachement adolescent, mais c'est vachement normal ce comportement de se dire oh là là, mes parents sont en train de me bécoter, c'est la honte. Moi, je me dis soit effectivement ça les gêne, mais ils réagiraient autrement, avec plus de virulence ou en faisant une sorte de farce à leurs parents pour leur dire vous êtes gênants, soit ils disent pourquoi pas, ça gêne un ado normal, moi je suis pas une ado normale, ça devrait pas me gêner. Mais non, là on a juste un comportement hyper normal. Oui, complètement. En fait, c'est ça, mercredi, elle est une adolescente normale. Voilà, après, elle est un petit peu gothique, émo, tout ce que tu veux dans la série, mais ça s'arrête là. Enfin, le fait qu'elle aime des choses sombres, des araignées, etc., ça n'a rien d'exceptionnel en soi. Enfin, je veux dire, toi, en tant que documentaliste, tu dois en voir passer des élèves enfin, qui correspondent à ce type de personnage, quoi. Donc Bah, d'ailleurs, elle est il pas le dit. du tout hors norme dans le sens famille Adams du terme. Et comme je disais en début d'émission, pour moi, la famille Adams, ça reste une fable humoristique, une critique de la société. Et là, on retrouve rien. On retrouve, c'est pas drôle. Il y a la critique de la société, c'est de temps en temps, et elle balance un ou deux pics bien sentis, mais ça s'arrête vraiment là. Et pour le reste, bah non, c'est mercredi à l'école des sorciers. en fait, j'ai l'impression que cette série, c'est le pur produit de notre époque de pleine transition. C'est-à-dire que dans la famille Adams, à un moment donné, elle joue Pocahontas. Ils sont en train de faire le sempiternel Thanksgiving, et elle arrive et elle fait l'inverse, quoi. Là, finalement, on est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on est entre vouloir que des jeunes de maintenant s'identifient, et en même temps, s'ils s'identifient à elle, alors que justement, elle est censée être l'inverse finalement de la pensance générale,
Du coup, là, on est un peu paumé, en fait. La série, elle est un peu paumée entre deux eaux. Moi, Oui, j'irais plus loin que toi, c'est que Vas-y. Mercredi Adams, c'est la personne qui s'assume complètement. Dans les films, elle est différente, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie d'aimer les Disney, elle n'a pas envie de devenir comme les autres. Et elle assume, et je pense que pour toute une génération, elle a été un modèle de bah, je suis pas comme les autres, je rentre pas dans le moule, mais c'est pas grave, c'est très très bien. Et là, il y a notamment après le bal, elle discute avec la sirène, Bianca, qui lui dit là, bah, tout de suite, moi j'aimerais être comme toi mercredi, j'aimerais ne pas ressentir les émotions. Et là, il y a mercredi qui dit ben non, moi j'aimerais bien ressentir un peu plus d'émotions. Et moi, je suis restée, je me suis dit, c'est pas possible d'entendre ça dans la bouche de Mercredi Adams. Elle veut pas. Elle est comme ça. Le personnage a toujours été comme ça. Elle veut pas être comme tout le monde. Elle assume et les émotions, elle en veut pas. Alors que subitement là, de l'entendre dire, bah si en fait j'aimerais bien être un peu plus comme tout le monde, à moi ça m'a scotché. J'adore ce débat qu'on a en ce moment. Il y a Jokes qui nous dit le fait est que tout est pensé pour les adolescents a peut-être aussi eu un impact sur le scénario. Je pense que tu as raison. Quand on regardait la série avec Anne-Claire, puisqu'on l'a regardée ensemble, Anne-Claire régulièrement elle était comme ça. Et en fait, c'est vrai que moi, alors j'étais pas aussi en alerte qu'elle sur certains points, mais c'est vrai que tout le ressort comique de la famille Adams était que ils ne progressaient pas. En fait, ils restaient dans leur manière à eux, et à la limite, c'était le monde autour d'eux qui changeait, quoi. C'est-à-dire que qui finissait par les accepter tels qu'ils étaient. Là, on est finalement, on est dans le rapport. Là, on a l'impression même que bientôt, mercredi, va peut-être être amoureuse de quelqu'un pour de vrai. Elle a embrassé un garçon. Donc c'est ça peut-être. Est-ce qu'ils veulent faire grandir le personnage? Mais est-ce que du coup, ils sont pas, en faisant grandir Mercredi Adams, ils sont pas en train de tuer la famille, quoi? Je sais pas si vous l'aviez vu, mais au début des années 2010, il y avait eu une web série pirate entre guillemets parce qu'en fait ils avaient jamais obtenu les droits de faire cette web série. Ça s'appelait Mercredi Adams jeune adulte. Et ça racontait donc justement une Mercredi Adams qui était très très bien interprétée, mais je sais plus par quelle actrice, qui vivait son indépendance en tant que jeune femme. Et c'est vrai qu'elle jouait très très bien Mercredi Adams, mais moi je me suis arrêtée au bout de 5 épisodes, alors qu'il peut y avoir 3 saisons. Je me suis arrêtée à l'épisode où Mercredi Adams cherche un mec sur Internet, sur un site de rencontre. Et pour moi, cette série avait le problème qu'on retrouve ici dans la série de Netflix, c'est de mettre Mercredi Adams avec ses réactions de Mercredi Adams complètement loufoques, mais dans des situations hyper normales pour une personne de son âge. Mais que nous, on n'imagine pas. J'imagine pas Mercredi Adams chercher un appartement loin de chez ses parents dans un HLM, tu vois. oui, et puis c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. La famille Adams, c'est une critique de la société qui essaie de nous mettre devant nos propres contradictions, finalement. Et c'est en ça qu'ils sont intéressants. Parce que, comme tu dis, Greg, ils bougent pas, eux. Donc c'est à nous de nous adapter, de nous dire bah, peut-être qu'effectivement, ils ont raison, peut-être que nos conventions, nos coutumes, etc., elles sont pas les bonnes et que. Bah, peut-être que eux ils sont extrêmes, mais peut-être que nous on est un extrême d'une autre façon et que l'équilibre il se trouve entre les deux. Et là effectivement dans cette série mercredi, tout le monde essaie de rentrer dans le moule, tout le monde essaie de plaire à ses parents, tout le monde essaie de faire en sorte que les enfants se sentent bien dans leur peau. Enfin c'est vraiment la bonne série avec une happy end et tout. Du coup voilà le personnage il est complètement dénaturé. La famille, en fait, devrait être accusée, pour raconter les États-Unis, elle devrait être accusée à cause de ses origines de terrorisme, finir à Guantanamo, être torturée et tomber amoureux des bourreaux, quoi. Voilà, c'est ça ce qui devrait arriver à Mercredi Adams, pas arriver, voilà. Après, Pierre, je vais rebondir sur ce que tu dis. La famille Adams, et quel que soit, alors ce que moi je reconnais, que ce soit le dessin de presse, que ce soit la série des années 60, les films, voire même, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais dans les années 90, il y avait une série d'animation Anna et Barbera qui était diffusée le samedi matin sur la 2, qui était très très bien parce que justement, elle prenait en compte le premier film, la série des années 60 et les dessins de presse. Et du coup, c'était très 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 drôle parce qu'on ne retrouvait pas totalement l'univers qu'on connaissait, mais ça faisait bien un mélange de tout ça. Et donc, on a une famille qui a des comportements et des valeurs qu'on pourrait considérer anormaux, mais dans leurs liens familiaux, ils sont hyper normaux. Par exemple, on a une maman
un papa qui essaye de donner des valeurs, certes qu'on n'aurait pas, mais ils sont quand même en train, comme n'importe quel parent, de transmettre des valeurs à leur enfant. Dans le film, le premier, je crois, il y a ce moment où Pugsley avance avec un couteau devant sa maman, un couteau de cuisine comme ça. Sa maman lui demande pourquoi c'est. Il dit ben, c'est pour découper ma sœur. Elle prend le couteau des mains, elle lui en donne un gigantesque de boulanger, de boucher. Elle lui dit tu vas faire avec ça. Et on le voit partir avec son gros couteau. Certes, qui donnerait un plus gros couteau à son enfant? Personne. Mais elle est quand même en train de donner un vrai bon conseil à son enfant. Si tu veux découper ta grande sœur, il faut que tu aies le bon outil. Voilà. Et tout est comme ça en fait. Ils Le sont. gag fonctionne à fond. Le gag fonctionne puisqu'elle lui prend le couteau des mains. Bien entendu, quelle mère ne le Comme, ferait oui, pas exactement. pour lui en tendre Voilà, un autre? Voilà, c'est parfait, c'est c'est ça. parfait. Mais Bon, elle est quand même dans quelque chose de très normal. Et pareil, dans l'œuvre de Chase Adams, le premier dessin où Morticia devient maman, parce qu'à la base, c'est des personnages à gauche et à droite, quand au bout d'un moment, il a mis ensemble pour faire une famille. Le premier dessin où elle a Pugsley et Mercredi, elle descend en disant à Mercredi, écoute, tu te débrouilles, t'as qu'à lui dire que tu vas l'empoisonner toi aussi. On est tous, en tant que parents, en train d'arbitrer les disputes entre ses enfants. C'est juste qu'on ne va pas conseiller d'aller empoisonner le frère ou la sœur. Mais c'est quand même quelque chose qu'on fait tous, de devoir intervenir. Donc en fait, c'était ça qui était le ressort, c'est que sous une forme de valeurs complètement loufoques, on avait quand même des valeurs familiales qui étaient hyper positives et hyper normales. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que la famille Adams, c'est même des précurseurs, en fait. La famille Adams, par exemple, c'est une famille matriarcale. Dans toutes les adaptations, le chef de famille, c'est Morticia. Et de fait, quand on sait qu'ils ont été créés dans les années 40, à l'époque, c'était le papa. Donc ça faisait quelque chose d'assez exceptionnel. Dans la série des années 60, d'habitude, une série familiale, la chambre commune des parents, c'est un lit pour le papa, un lit pour la maman, et on se demande presque comment les enfants sont arrivés au monde. Dans la série des années 60, on sait qu'ils ont une activité ensemble, les parents. C'est pas complètement caché, c'est pas dit clairement, mais c'est très sous-entendu. Et même dans les films des années 90, on n'avait pas encore eu les 50 nuances de Grey, on avait déjà une scène, alors moi je l'ai vécu comme ça en tant qu'adulte, mais en tant que petite, elle me faisait juste rire, et peut-être que je la vois comme ça parce que maintenant je suis adulte, mais il y a ce moment où Gomez dit oh, c'est une vraie torture, et sa femme dit non mon chéri, je suis là pour te torturer. Voilà, donc ils sont, voilà, 50 millions de degrés, c'est 15-20 ans plus tard, quoi. Donc ils ont toujours été précurseurs, et là, bah, le côté précurseur même de Mercredi Adams, ben non, elle est une Enola Holmes, elle est une forme d'Harry Potter, elle est quelque chose qui est hyper classique en fait pour l'époque. C'est une série Netflix. Oui, C'est l'adaptation j'aime pas, Netflix. j'aime pas en arriver à des conclusions pareilles, hein, parce que c'est dommage, voilà. Moi, je trouve ça dommage. On a des belles choses hein, dans la série. Hein, on a parlé du casting. Il y a quand même Joyce Day qui joue Bianca Barclay, oui, la sirène. Moi, je la trouve ultra graphique. À chaque fois que je la regardais, j'avais envie de la dessiner. On a enfin, le travail sur les uniformes, sur les couleurs, Oui, non, à part il y a ça, des c'est allusions. au niveau de la réalisation, c'est très bien réalisé. Il n'y a rien à redire Ouais. là-dessus. Non, mais Et vraiment. c'est ça qu'on retient. Malheureusement, c'est ça qu'on retient. C'est-à-dire que les gens se partagent beaucoup la scène de danse, effectivement, la danse où on a l'impression qu'elle se déplace comme un cadavre. On va retenir des trucs très graphiques en se disant, bah, c'était bien, du coup, il y avait des bonnes choses, mais effectivement, moi, je trouve que Oui, c'est ça. c'est... Pour quelqu'un qui rentrerait par cette série n'ayant jamais rien vu d'autre, ça reste tout à fait acceptable et abordable. Mais s'ils passent au reste de la famille Adams, peut-être qu'ils vont pas tout à fait comprendre les mêmes mécanismes. Voilà. mais en fait, mal- c'était un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, alors, il y a plusieurs scénaristes selon les épisodes, et c'est les scénaristes de Riverdale, c'est les scénaristes de la réadaptation de Sabrina, ma petite sorcière, ou je ne sais plus quel est le sous-titre de Sabrina, mais c'est quand même des scénaristes très, très actuels et très Netflix. Et de la même façon, on a eu Smallville qui permettait de reprendre l'univers hyper connu de Superman, mais dont le jeune public ne connaissait pas forcément les codes, pour leur ouvrir avec de nouveaux codes cet univers. C'est exactement la même chose qui a été faite là avec la famille Adams. Mais, ben, on a grandi avec autre chose. Mais comme tu disais Pierre tout à l'heure, on n'est clairement pas la cible, et du coup, ben, on a du mal à adhérer à cette série au-delà
de tout ce qu'elle a de positif, parce qu'on n'a pas parlé de la musique. Parce que la musique, elle est bien. Une Oui, petite avec phrase sur la musique. Ouais. Ouais, vas-y, Ah, donc, Anne-Claire. il y a Ou- Alors, Non, mais vas-y, Greg. je te lance Anne-Claire, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Painted Black jouer au violoncelle, tout ça, c'est quand même un moment assez fou. Il y a The Unforgiven aussi qui est joué Ouais. plus Non, c'est pas tard. Nothing Else Matter. Si. Ah, peut-être, oui, c'est vrai, Ah si, tu c'est as Nothing raison. Else Matter. Ouais. Tu as Ouais. raison, pardon, bah tu vois, je me suis trompé. Et donc, vas-y, Anne-Claire, un mot sur la musique de Danny Elfman. Alors, Danny Elfman n'a pas tant. Là aussi, c'est un peu floué les gens, un peu la communication à la Netflix, parce qu'ils sont deux. Il y a Chris Bacon aussi qui a fait une partie de la musique. Ils l'ont écrit à deux. Alors, le générique, il est génial et il est 100% Danny Elfman. Et après, ben voilà, c'est un partenariat, mais on retrouve quand même bien une musique qui colle bien. Contrairement à certaines séries actuellement, quand il y a des discours, enfin des dialogues, ils nous mettent pas une musique plein pot dessus, parce que des fois, dans certaines séries, on n'entend même plus ce qui se passe tellement la musique est mise en avant. Et puis le choix des musiques, comme pour quand elle se met à danser au bal, ou même au début, quand elle lance les piranhas et qu'on a Edith Piaf, Je ne regrette rien, même les musiques réutilisées sont super bien trouvées. Et elles s'adaptent énormément bien à la situation. Ça fait une jolie bande originale à la fin, Ouais. ouais. Mm. Ouais. Et très éclectique. Et Et puis, avant... Vas-y, vas-y, Greg, alors excuse-moi. attends, juste. Et puis, donc, il y a quand même beaucoup d'allusions. Et moi, c'est peut-être ça, c'est encore plus dommage finalement. Il y a, tu sais, à un moment donné, elle doit trouver une entrée secrète et elle comprend il faut claquer des doigts deux fois. Donc, c'est Ouais. de la famille Adams, de la musique. Il y a plein de petites allusions comme ça où tu te dis, bah, c'est bien d'avoir chopé du détail, mais il aurait fallu comprendre l'essence C'est ça. générale. Et Jokes nous dit, le vrai problème, effectivement, je pense que c'est l'influence Netflix et pas Tim Burton. J'aurais préféré HBO qui vise un public plus adulte. Et ça, on le saura jamais, malheureusement. J'imagine que ça va être se perdre dans les méandres des couloirs Tu parles, mais dans des 10 scènes ans, de scénarisation. dans 10 ans, il y aura un nouveau reboot. Pour rebondir sur ce que dit Greg, là en plus où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Le Corbeau avec Edgar Allan Poe, c'est une référence à Tim Burton. Parce que c'est l'auteur préféré de Tim Burton et Le Corbeau, si je dis pas de bêtises, c'est sa nouvelle préférée de l'auteur. Donc quand elle claque des doigts devant cette statue-là, il y aurait pu avoir quelque chose d'encore plus fort. Et au final, bah, si on ne connaît pas beaucoup les deux univers, on tombe un peu. Et du coup, sans transition, les recommandations de la semaine. En fait, c'était même une super transition. Hein. On passe à Edgar Bah Allan oui, Poe, là, c'est super. Ouais. ça sert Anne-Claire, d'avoir une amatrice de livres et honneur un aux dames, documentaliste. qui nous a fait Et une là, super prestation aujourd'hui. Là, je crois que franchement, là, on est prêt à être invité une troisième fois. Hein. avec plaisir. Largement. Moi, je lui confie l'émission quand Ouais, elle mais veut. toi, tu couches avec, c'est pas pareil. Mais arrête, enfin. On va faire. C'est pas possible. Non, non, mais je fais Allez, ça exprès pour pas qu'on ait de vues sur YouTube. T'as décidé de Démonétisé, démonter. démonétisé. Alors moi, bah, je vais pas être très originale. Je vais vous présenter un livre. Je l'ai là. C'est La famille Adams, l'origine d'un mythe. Et c'est un des deux rares livres qui ont été publiés en France sur justement l'œuvre de l'auteur d'origine, Chase Adams. J'ouvre au hasard pour vous montrer. Voilà, c'est le... Hop, 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 hop. C'est en face. Un petit peu, voilà. Voilà, Voilà, devant Voilà. toi. C'est pas Si mal vous êtes fait. sur podcast, il fallait nous regarder en vidéo, tant pis pour vous. c'est ça. Mais on vous met la Voilà, mais recommandation dans les commentaires. Allez nous voir sur YouTube, on sait jamais. et donc, c'est vraiment la Bible, en fait, des origines de la famille Adams. Ça explique aussi comment la série a été créée, parce que à la base, il n'y avait que des dessins de presse et il a fallu l'accord de l'auteur pour les noms, les biographies et tout ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et ça permet de revoir tout ce qui a été fait de manière complètement différente. Parce qu'en fait, que ce soit la série, les films et tout ce qui a été fait après, qu'on fait comme si ça n'existait pas, l'autre série ou même les derniers films d'animation, ça, c'est quand même très influencé par cette œuvre-là et c'est hyper intéressant de savoir d'où Et ça ce vient. et ce que tu m'expliquais, Anne-Claire, c'est que le livre, c'est au fond, la famille s'est composée au fil du livre, en fait, C'est hein, ça, c'est ouais. ça? Il n'y avait pas vraiment la structure globale dès le départ, et puis c'est à force Non, d'ajouter un enfant, puis un autre, et puis un oncle, que c'est devenu la famille Adams mm, canon. c'est ça, c'est ça. À la base, tu as la maman,
Et puis un jour, elle a eu un compagnon, parce qu'on n'est même pas sûr au final dans les dessins que Gomez et Morticia soient mariés. Et puis dans un autre dessin, quelques années après, elle est avec 2 enfants qu'il avait déjà dessinés dans d'autres dessins en fait. Et puis après, la voisine devient la grand-mère. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'était pour les besoins. Et pareil, c'est Tig qui est celui qui a le plus dessiné. Et le dernier ajout, il est censé être du côté de la famille de Morticia en fait. Et d'ailleurs, dans la série, il est l'oncle de Morticia et la grand-mère et la mère de Gomez. Mais voilà. Et c'est devenu, dans les années 40, une famille, un peu par la force des choses, juste aux besoins de l'auteur. Tu nous rappelles les références du livre? Oui, donc c'est la famille Adams à l'origine du mythe. C'est marqué comme étant le livre de Chase Adams, l'auteur d'origine. Et c'est chez les éditions Huggin et Menin. Et c'est toujours, parce qu'il est un peu vieux, hein, il date de 2016, mais il est toujours en vente. Vous pouvez le trouver n'importe où, Cultura, la FNAC, chez mon libraire, partout où vous voulez. Livre de Très bien. 2016, un peu vieux. Bon, très bien. Quand tu vois ce qui On sort est, par an, oui. on est vite remplacé, hein, dis donc. Et toi, Greg, quelle est ta belle recommandation cette semaine? Alors j'en avais plusieurs dans ma liste et puis j'ai changé d'avis aujourd'hui parce que le rapprochement avec Harry Potter et cette relecture de l'ado qui va dans une école un peu étrange m'a fait penser à Little Witch Academia, une série animée du studio Trigger dont j'ai déjà vanté les mérites auparavant. Mon studio préféré, hein, parce que tout est excellentissime, voilà, dans l'animation, dans la réalisation. Il se trouve que c'est une série tout à fait familiale. Là, par exemple, on n'arrête pas de dire pour les ados, mais pour l'instant, moi, clairement, mercredi, je la montrerai pas à mes enfants. Et on a regardé Little Witch Academia tous les quatre, hein, quasiment. Notre fils, notre fille, qui avait 6 ou 7 ans à l'époque. Toi, t'as aimé, moi, j'ai aimé. Ouais. C'est quasiment comme du Harry Potter, hein. Ils apprennent à voler sur des balais, à faire des sorts, à faire de tout. Ils vont dans une école de sorcellerie. C'est des filles, voilà. Et pour autant, l'intrigue générale, elle s'en éloigne. Et puis, il y a des vraies enquêtes, des vrais rebondissements aussi. Et ça va jusqu'à une échelle globale de complot, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. Je le recommande vivement. Et il y a deux versions, je crois. Il y avait les OAV et puis il y a une série Ouais. plus complète après de série télé. Très bien, on vous mettra tout Animée, hein, ça évidemment. dans la description. Et toi, Pierre? En ce qui me concerne, c'est une recommandation un petit peu particulière cette semaine. Je pense que tu vas peut-être te dire que tu l'as vu venir, Greg, parce que je t'ai envoyé quelques liens ces jours-ci. Je vous conseille une émission télé. Alors c'est assez rare pour moi de vous dire ça. En plus, si je vous dis que c'est une émission qui est diffusée en ce moment, ou tout du moins qui a été diffusée sur TF1 et qui est disponible en replay, c'est le Late Show d'Alain Chabat. Parce que voilà, on retrouve vraiment l'esprit Chabat, l'esprit des nuls. C'est inspiré donc des late shows américains où il reçoit un invité pour faire la promo de quelque chose, mais à chaque fois ça dérape en fait. Et ça dérape délicieusement parce que on sent bien que il y a une grosse partie d'improvisation dans ce qu'ils ont fait. Il y a une, Ah, tu crois? à mon avis, il y a une trame d'écriture genre, tu vois, ils ont mis les grandes lignes. Genre, je vais te dire ça, tu vas me reprendre ça, tu vois. Mais je pense pas que ce soit au mot près. Très honnêtement, je j'ai pas le sentiment que ce soit au mot près. Ah, Quand je, pourtant, alors moi, l'épisode que j'ai vu, bah, c'est pas pour trop dire, hein, Pierre, mais justement, moi, je me suis dit, en fait, tout est écrit à la virgule près, à l'intonation près, le fait que, comment dire, les invités soient invités un par un et puis qu'ils soient tous en plateau après, pour moi, c'est typique des Alors, late shows, en tu fait, où vois, non, tout est mais écrit, quoi. autant pour moi, le déroulé en lui-même, Ouais, tout est écrit. Le d'accord, fait qu'ils vont se tacler, c'est écrit. Mais ouais, ils savent à peu près ce qu'ils vont se dire. Mais pour moi, je pense pas que c'est écrit à la virgule près. Pour moi, d'accord. ce ce qui se disent, à part peut-être certaines répliques qui sont vraiment où on voit que c'est difficile d'inventer de tels tacles. Mais Mm. vraiment, et la prestation d'Edouard Baird, par exemple, elle est splendide, elle est délicieuse. Oui, oui, c'est Et, c'est vrai que c'est parfait. enfin voilà, c'était ma petite recommandation de la semaine. Non, mais Je vous la à la mettrai, fois, elle est disponible sur. je recommande aussi parce que pour moi, c'est pas un gros mot de dire que c'est écrit parce que les late shows, c'est ça en fait, hein. Moi, j'ai beaucoup regardé Letterman, enfin des rediffusions anciennes, hein, quand ça passait sur la chaîne Comédie à l'époque, où effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver.
Et puis on va lui dire ah mais il paraît que vous avez fait de la musique. Puis en fait l'instrument est derrière le siège. Et puis ils vont voilà, il y a un happening comme Oui, ça dans le évidemment. truc. Un Évidemment. acteur qui est dans le public à ce moment-là, alors que bien sûr c'est pas ça ne peut pas être un hasard et qui arrive et qui dit ah c'est ma chanson, tu vois. Et donc voilà, moi cet exercice-là ne me dérange pas, donc de toute manière je recommanderais l'émission. D'ailleurs j'en ai vu qu'une, donc je pense qu'il faut vraiment que j'aille voir les autres aussi. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir passé cette émission ce dimanche en notre compagnie. On vous donne rendez-vous. Bah, je ne sais pas quand encore, parce qu'il faut qu'on regarde notre planning. Greg a enfin terminé sa BD, donc ça veut lui donner un petit peu plus de disponibilité, ce qui ne sera Un pas petit mon peu, cas ouais. cette semaine. Voilà, voilà. On fera probablement des émissions denses entre Noël et Nouvel An. En tout cas, dans les choses qui arrivent prochainement, on peut déjà vous dire qu'on va vous parler d'Avatar 2. Voilà. Oui, c'est en projet. On va vous parler de Violent Night. Voilà. Si vous voulez en parler avec nous pendant l'émission, pourquoi pas aller le Ou, voir. Ça ou peut... si ça vous dit ceux qui vont le voir, effectivement, ou ceux qui se disent, tiens, je sais pas quoi aller voir, et puis qui veulent venir en discuter avec nous, Voilà. avec grand plaisir. Invitation est lancée. Et on parlera aussi prochainement de Hakuto 2. Enfin, je sais plus c'est quoi le titre de cette suite Netflix avec Daniel Craig. Voilà, ça fait partie des belles Et, choses et dont on vous parlera. Ah, il y a aussi le spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie, sur lequel ah oui, on reviendra prochainement. oui, j'en profite aussi, Pierre, parce que je ne te l'ai pas encore annoncé. T'es enceinte? On a la confirmation de Michael Sanlaville, l'auteur de Banana Soul, Ah, qui va, donc son tome 2 sort, bah si je te l'ai peut-être déjà dit, il sort en janvier, et donc il est d'accord pour faire l'émission, il n'y a plus qu'à trouver la date. Voilà. super formidable. Eh bien, les rendez-vous sont pris. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, lâchez un petit pouce si vous nous regardez sur YouTube de la même façon. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et Salut!